Bonsoir à tous. Allez, donc vous avez vu, aujourd'hui on va parler du bassin hein, et vous avez sans doute tous vu cette petite communication que j'ai faite avec à gauche ce que vous montrez dans vos cours de yoga et puis vous précisez bien, hein, pliez les genoux. Et puis pourtant vous obtenez des propositions de posture tout à fait originales et différentes par rapport à ce que vous avez montré. Ça peut peut-être vous surprendre et on va particulièrement travailler sur cette posture de Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas aujourd'hui. Et on va travailler sur la lecture de tous ces corps là qui sont présentés là pour vraiment comprendre pourquoi ils font pas comme vous en fait, hein. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer à la place, comment on va les améliorer et pour qui c'est dangereux, pour qui c'est pas dangereux, puisque souvent ça vous inquiète hein, de blesser potentiellement un élève. On va commencer quand même par poser, déjà je vais me présenter, puis on va quand même poser des bases anatomiques d'abord pour que vous compreniez bien les adaptations qu'on va amener ensuite. Voilà, alors bon, évidemment, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, hein, comme j'ai dit, en plus un lundi soir d'octobre sur l'anatomie du bassin, hein. Je suis d'autant plus heureuse que vous soyez aussi nombreux. Et puis, quitte à ce que vous soyez là avec moi ce soir, profitez pleinement de la soirée, hein. Essayez de couper les distractions, de prendre des notes, hein, ça va être intéressant pour vous. Et puis surtout de participer. Plus vous participez, même dans le chat, hein, je comprends parfaitement que vous ne vouliez pas allumer votre micro ou votre vidéo, mais plus vous participez, ou bien en prenant des notes également, hein, si vous faites à chaque fois que je pose une question, si vous faites l'effort d'essayer de trouver la réponse par vous-même, vous allez voir, vous allez sortir avec beaucoup d'apports ce soir, hein. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et il y aura un temps d'échange à la fin, hein, où là, moi, je serai plus détendue et je répondrai plus volontiers à vos questions. Voilà. N'ayez pas peur de poser des questions. Je ne mords personne, je ne me moque de personne. Tout le monde, il y a des débutants qui sont là ce soir. J'ai invité les débutants à venir en anatomie et c'est parfait. Donc, si vous vous posez une question, soyez sûr que quelqu'un d'autre se la pose également ou se l'est déjà posée avant. Donc, n'ayez pas honte. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête parce que ce qui compte, bah voilà, c'est que vous appreniez et que vous compreniez. Et ici, il n'y a pas de place pour les commentaires malveillants, hein. Je fais très attention à modérer toujours les chats hein, pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà, je vous promets qu'on va apprendre beaucoup de choses, même pour les gens qui ont un niveau déjà avancé en anatomie, qui ont suivi mes cours. Bah, évidemment, ça va être un peu plus vers la fin de la présentation. Vous allez voir, on va faire cette lecture de corps dans Adho Mukha Svanasana et le chien la tête en bas. Et je ne vous l'ai jamais encore proposé, donc vous allez apprendre beaucoup de choses aussi. Donc, on va revoir des bases sur l'anatomie et sur les mouvements dentés et de rétroversion. Je vais bien vous les définir. On va ressentir où se fait le mouvement et à partir de quels muscles moteurs, quels sont les muscles qui entraînent ces mouvements de dentés et de rétroversion du bassin. On va essayer de ressentir sur nous ou d'en déduire les limites chez vos élèves. C'est les photos que je vous ai montrées. Pourquoi chez eux, ce ne fait pas comme chez vous. Et puis, on va ensuite analyser les postures hein, là, que je vous ai montrées et en déduire bah, comment on va pouvoir mieux guider ces élèves là qui font pas comme vous, quelles propositions pertinentes on va pouvoir leur proposer. Et vous allez voir qu'on va pas tous leur proposer la même chose. Ça va être ça qui va être vraiment intéressant. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Sur la fin, on arrive sur la lecture des corps. C'est là que toute la présentation fera sens. Et en plus, j'ai des cadeaux pour vous à la fin de la soirée. Alors, qui je suis? Je me présente rapidement parce que peut-être que vous ne me connaissez pas tous. Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, mais peut-être pas tout le monde ce soir. Donc voilà, je suis kinésithérapeute depuis 2001, ça ne me rajeunit pas. Et ostéopathe, j'ai été diplômée en ostéopathie en 2008, hein. C'est assez classique, hein, les kinés qui font un double cursus kiné puis ostéopathie. J'ai quasiment exercé que en libéral. Alors, j'adore me former, hein, donc voilà, en kiné, on est invité à se former, donc moi, je crois que j'ai fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Donc, notamment pour ce qui vous intéresse, vous, tout ce qui est pilates, hein, j'ai commencé par me former en pilates d'abord avant le yoga. Et puis alors après, ben, pendant mes grossesses, évidemment, j'étais passionnée par la périnatalité, donc je me suis énormément formée, voilà, notamment la méthode de Gasquet, aux abdominaux hypopressifs, à la rééducation du périnée.
Et puis d'ailleurs, pas que avec Bernadette de Gasquet, dans d'autres instituts aussi. Et puis, je me suis formée beaucoup aussi aux neuropathies, c'est-à-dire toutes les atteintes des nerfs qu'on va retrouver par exemple dans les sciatiques, les cruralgies. Et puis, la dernière grosse formation que j'ai faite, c'était un parcours sur les chaînes physiologiques. Voilà. Bonsoir à Sandra qui vient d'arriver. Les chaînes physiologiques, c'est quoi? C'est la manière de lire le corps dans son ensemble. C'est une lecture holistique, globale du corps qui tient compte voilà, de l'enchaînement des muscles et des fascias. Alors, j'ai débuté le yoga en 2010. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques années que j'étais thérapeute. Et franchement, ça fait que j'ai jamais compris le yoga de manière comme vous, peut-être vous l'avez abordé. C'est-à-dire que moi, j'étais trop kinée pour apprécier le yoga, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je me posais 10 000 questions sur pourquoi le pied arrière, il est dans ce sens-là, pourquoi c'est pas strictement parallèle et c'est pas logique. Et donc, j'étais pas du tout dans le ressenti énergétique, respiratoire. J'étais que dans la tête au début. Et puis, bon, finalement, j'ai commencé quand même un peu à progresser. Mais voilà, comprenez que moi, le yoga, je l'ai appris uniquement en me disant, ah, mais telle posture, je pourrais l'utiliser pour tel patient. Et puis, tout de suite, je l'ai réutilisé derrière. Donc, c'est vrai que c'est un biais. On me l'a rétorqué, on me l'a reproché. C'est vrai que je ne suis pas vraiment une yogini puriste. J'ai cette vision thérapeutique avant tout. Et puis en 2021, j'ai fait ma bonne crise de la quarantaine. J'en ai eu marre. Il y avait le Covid. Le cabinet, ça a été très, très dur. Et donc, j'ai commencé à écrire voilà, ce blog Adapter son yoga que vous connaissez sans doute. Donc, ça fait, vous voyez, un petit peu plus de 2 ans. Et ça a vraiment, voilà, je me régale. C'est vraiment une grande passion. Donc voilà, dans ce blog, je vous transmets ces connaissances transversales que j'ai, c'est-à-dire le yoga comme outil thérapeutique et puis la recherche de la posture juste pour le corps. Voilà. Et moi, je ne vous parle que du corps physique parce que c'est ce que je maîtrise. Je sais qu'il y a un corps énergétique, il y a d'autres données, le respiratoire, bon, mais j'en parle, les chakras, mais je n'en parle pas parce que j'ai un niveau basique, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, juste je me concentre sur la biomécanique, l'anatomie, pourquoi je suis compétente. Voilà, allez, donc à chaque fois que je vous transmets quelque chose, j'essaie de faire en sorte que ce soit facile, d'utiliser du vocabulaire simple et surtout que ça vous soit utile. Parce que de vous décrire toutes les crêtes et les incisures du bassin, franchement, on peut passer plusieurs soirées là-dessus, ça vous servira absolument à rien, ça va vous ennuyer, mais il faut vraiment là que ça vous apporte et que ça améliore votre enseignement, votre pratique du yoga. Un petit bonsoir à Claudio que je vois qui s'est connecté. Alors, Bonjour, Béatrice, est-ce que je peux me permettre juste de vous couper bien une sûr, minute? je vous écoute. Voilà, en fait, je suis ravie d'assister à cette conférence et je suis un cas concret parce que j'ai un bassin complètement bloqué et extrêmement rétroversé Très et bien. qui me gêne énormément dans ma pratique et notamment pour la danse. Puisque j'ai des problèmes du coup de flexion et de d'extension de hanche et je suis sujette aux cruralgies. Et, Bon, et du coup, c'est très très gênant et voilà. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de découvrir. Voilà. je vous remercie pour votre intérêt. Vous allez voir, vous allez peut-être vous reconnaître dans les yogis qu'on va étudier. Et à ce moment-là, donc, ce que je vous propose, c'est de nous laisser avancer dans la présentation. Je vais proposer des solutions, puis là, vous reprendrez la parole, voir si ces solutions-là, vous les avez déjà essayées, si comment vous réagissez, ce que ça crée chez vous. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je continue juste à présenter mon blog. Donc, ça fait 2 ans. Ce blog, vraiment, c'est une passion, mais incroyable. Voilà, l'écriture, de transmettre ce que je savais à l'écrit comme vraiment, ça me passionne. Et du coup, j'ai beaucoup de retours vraiment enthousiastes, notamment. Donc, je tiens régulièrement tous les 2 mois, la rubrique anatomie dans le magazine Info Yoga. J'ai donné des interviews aussi pour le webzine Marie-Claire. Bon, voilà, c'est un peu l'effet de guerre, mais si vous avez déjà essayé d'écrire et de publier, vous voyez que c'est pas si évident que ça. Donc, j'écris, voilà.
Le blog Adapter son yoga bah, s'est transformé, a évolué et maintenant c'est une entreprise avec comme statut social un organisme de formation. Donc en septembre, figurez-vous, il y a eu 11 560 visiteurs sur le site web. Donc, bon, ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais en sachant que je suis partie vraiment de zéro il y a 2 ans, zéro visite, 11 560 en un mois, je peux vous dire que j'étais sacrément fière. Et puis, vous êtes 2295 à être abonnés à la newsletter. Voilà, il y a eu 248 élèves formés en 18 mois. Il y en a beaucoup qui sont présents ce soir et je vous remercie. Et puis, j'ai quand même 4100 amis sur Facebook, hein. C'est pareil, c'est un fait de guerre dont je peux être fière. Voilà, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Insta, TikTok, les podcasts, LinkedIn, je suis partout. Et je vous montre les couvertures. Voilà, c'est pour ceux qui ne me connaîtraient pas du tout, pour que vous voyez vraiment voilà, tout ce travail qui finit par aboutir. Allez, maintenant tout le monde a dû arriver. Alors, merci Christelle pour tes encouragements. Et tout le monde a dû arriver, donc on commence vraiment et on reprend par la base. C'est que l'anatomie, on la décrit à partir d'une position de référence. Alors, il n'y a pas à réfléchir, hein. La position anatomique, c'est un référentiel. Donc, voilà, c'est debout. Hein. On peut noter les avant-bras hein, qui sont dans une position qu'on dit de supination, mais pour aujourd'hui, pour le bassin, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui, c'est que les pieds sont écartés hein, dans la position de référence. C'est donc, alors, vous l'avez vu, cette position anatomique de référence, mais sans doute, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Donc, c'est la position d'étude du mouvement. On va toujours partir de cette position-là. Donc, pour le bassin, c'est la position neutre du bassin. Et à partir de ce neutre, on va faire une antéversion ou une rétroversion. Je vais venir vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est la position de départ dans les mouvements. Et puis, pour décrire les mouvements, comme dans la vraie vie, il faut 3 plans et donc 3 dimensions. Hein. Alors, dans chaque plan, il y a un type de mouvement. Un plan, c'est comme si on était collé contre un mur et qu'on travaillait contre ce mur. Je ne vais pas vous embêter avec la description des 3 plans parce que pour ce soir, j'en ai choisi qu'un seul. D'accord? J'ai choisi le plan, je ne sais pas si je vous le dis ou si je vous laisse deviner pour aller pour mes élèves. Ah, bonsoir Samy aussi, je suis contente que tu aies pu te connecter. Pour mes élèves, l'anté et la rétroversion, vous voulez me dire dans le chat dans quel plan ça se fait? Si vous vous en souvenez, le nom du plan pour les autres, c'est pas grave, vous allez l'apprendre, vous allez voir, il y a un petit moyen mnémotechnique. Voilà. Et je vais vous dire, et bonsoir aussi à Val, hein, que je reconnais. Euh, donc, j'attends dans le chat. Ah, Mélissa, non, raté. Ouais, Jacques, parfait. Et Christelle, encore mieux parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais donc voilà, c'est le plan sagittal. Ah oui, alors donc au niveau de l'orthographe de sagittal, vous avez un doute. Donc voilà, je vous l'écris, hein, c'est le plan sagittal. Donc c'est le plan le plus important et c'est pour ça que je l'ai choisi ce soir. C'est le plan le plus important pour vous, professeur de yoga. C'est celui sur lequel on va déterminer l'aplomb. C'est-à-dire donc le plan sagittal, c'est celui dans lequel on regarde notre élève de profil. D'accord? Et ce plan va nous déterminer l'aplomb, vous savez, des courbures, des 3 courbures. Et pourquoi il est particulièrement important? Parce que c'est celui qui permet la posture économe. Alors, je m'explique. On n'a qu'un seul objectif dans la vie en tant qu'être humain, en termes postural, c'est de vivre avec le moins de douleur possible et que être debout et bouger soit le moins coûteux possible en énergie. On est quand même à tendance, disons, paresseuse. Donc, on va chercher l'équilibre de profil le plus économe possible et le moins douloureux. Ça veut dire que si vous arrivez à modifier le plan de profil, le plan sagittal de vos élèves, si vous arrivez à libérer ce plan sagittal, vous allez leur donner beaucoup de chances de moins fatiguer debout et de moins être douloureux, beaucoup plus que dans les autres plans. D'autant plus que ce plan-là est symétrique. Hein, c'est-à-dire que, je m'explique, dans les autres plans, on peut être incliné, par exemple, à gauche. Ça veut dire, vous vous doutez bien, cet élève-là, pour le redresser, pour l'améliorer, il va falloir l'incliner à droite.
Bah ouais, sauf que si dans votre cours collectif, vous en avez un incliné à gauche, un incliné à droite, c'est un peu dur à gérer. Vous allez donc proposer 3 mouvements à gauche, 3 postures à droite, et vous ne pouvez pas autant individualiser que dans le plan sagittal où le travail est symétrique, donc convient plus volontiers à un cours collectif. D'accord? Les autres plans se travaillent plus facilement en individuel et nécessitent une éducation plus importante du patient. Après, quand on connaît bien nos élèves, on peut très bien dire, eh bien, toi, Julie, tu sais que dans cette posture-là, tu dois faire 4 fois à droite et 3 fois seulement à gauche. Ça, c'est possible quand on a des petits groupes et qu'on connaît bien ses élèves. Mais en cours collectif, si vous avez beaucoup d'élèves, focalisez-vous déjà sur le plan de profil et vous allez voir que vos élèves vont beaucoup progresser en termes de douleur. Allez, je vous fais participer un petit peu. Je n'ai pas affiché l'image exprès parce que dans le plan de profil, donc vous regardez votre élève de profil, il est collé contre un mur. Essayez de deviner quel type de posture se place dans le d'asana on fait dans le plan sagittal. Proposez-moi-en et j'ai pas mal de visuels pour vous après. Donc, vous pouvez me les proposer dans le chat ou allumer le micro. Voilà, les flexions, très bien. La pince assise, super. Uttanasana, oui, très bien. Excusez-moi, je bug un peu. C'est dur, hein, l'histoire du live, hein, comme ça. Même pour moi, hein, c'est lundi soir aussi, c'est stressant, donc je bug un peu. Extension, très bien. Je vous montre vous avez tout à fait compris mon discours. Je vous montre le type de posture. Je les ai choisis au hasard, hein. C'est des types de postures qui sont donc strictement dans un plan sagittal, d'accord? Et vous avez compris, en gros, c'est flexion ou extension. Je vous montre un deuxième visuel. Si ça veut bien venir, voilà, hein, voilà. Donc on regarde à peu près toutes ces postures, hein. Voilà, on est en flexion ou en extension, strictement, hein. Il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de torsion. On est dans un plan sagittal pur. Donc vous voyez qu'en plus ce plan-là, je ne l'ai pas choisi au hasard, parce que c'est quand même là qu'on a quand même un grand potentiel de posture. On a énormément de postures qui sont dans ce plan sagittal. Et donc, je vous rappelle que pour être progressif à l'échauffement, il faut s'échauffer dans un plan, puis un autre, puis on couple les plans, hein. On ne va pas d'emblée à mélanger tous les plans de travail. Bon, mais aujourd'hui, on reste sur le plan sagittal. Bon, je vois que c'est super clair pour vous, alors je continue. Pourquoi il s'appelle sagittal, ce plan-là, hein? On me dit en anatomie, ah, c'est compliqué les termes anatomie. Ça dérive du sagittaire, hein. Le sagittaire, il décoche sa flèche qui vous transperce d'avant en arrière et qui donc dessine un plan d'avant en arrière. C'est comme si, donc ça revient au même que d'être de profil ou d'être collé contre un mur, hein. Je vous montre, voilà, plan sagittal. Pour l'orthographe, je ne peux rien faire, mais voilà, ça dérive du sagittaire. OK. Donc, les mouvements collés contre le mur, vous connaissez le nom des postures, c'est globalement des postures de flexion ou globalement des postures d'extension dans le plan sagittal. Euh, la flexion, est-ce que certains d'entre vous se souviennent de comment ça se définit ou quelle est la posture où tout le corps est en flexion, par exemple? Est-ce que ça vous parle? Une posture où vraiment tout est en flexion. Par exemple, Paschimottanasana ou Uttanasana, on n'est pas tout en flexion, puisque les genoux sont en extension, sont tendus. Donc, ce n'est pas une posture pure de flexion. Il y a une posture dont vous pouvez vous souvenir. Oui. Ah, alors, Balasana, très bien. J'en ai vu une autre passer. Euh, Dhanurasana, c'est donc l'arc, hein, si je ne me trompe pas. Désolée, hein, si je bug, vous pouvez me le dire si je me trompe, hein, je ne me vexerai pas. Et donc, c'est une posture d'extension complète. Et Utkatasana, c'est la chaise. Donc, en chaise, eh ben, on a les bras, non, on a le rachis qui est en extension, donc ça ne marche pas. La vraie posture, c'est Balasana, hein, voilà. Et oui, c'est bien ça, ok. Donc, Dhanurasana, attention, c'est l'arc. Donc, c'est de l'extension. Allez, je vous montre. Est-ce que vous voyez la vidéo? Faites-moi comme ça dans le chat. Ouais, super. Donc la flexion, c'est ce qui m'amène vers la posture de l'enfant.
regardez, j'ai une flexion de genou, j'ai une flexion de hanche, j'ai une flexion de tout le rachis. Rachis, donc la région basse du dos s'appelle les lombaires, rachis lombaire, rachis dorsal. Hein, la région dorsale, c'est celle des omoplates, on va dire, entre nous aujourd'hui. La tête, hein, si elle est bien enroulée, je suis en flexion cervicale. Et puis mes épaules, voilà, aussi en flexion. Alors, pour les petits détails, donc, c'est ce qui amène le corps, pardon, la position, c'est la flexion, c'est la position dans laquelle se met le corps si on fait aucun effort pour résister à la pesanteur. Si je me laisse choir, poupée de chiffon, je tombe dans Balasana en flexion complète. Je ne fais aucun effort musculaire dans cette position-là. Je vous montre pour bien vous en souvenir, c'est la position aussi du nouveau-né, pour vous en souvenir, surtout pour les doigts et les orteils. Alors les orteils, hein, est-ce que bon, la pauvre, il arrive quelquefois que des professeurs de yoga se trompent dans la description des mouvements. Alors, je vous rassure, 99,9% de vos élèves n'en ont rien à faire. Mais si par malchance, vous m'avez dans votre cours de yoga, je tique. Donc, voilà, les orteils, ça, c'est une flexion des orteils. Hein. Regardez plutôt les orteils du nouveau-né. Ça, c'est une flexion. Et ça, c'est dur à s'en souvenir, c'est vrai. Souvent, vous confondez la flexion et l'extension des orteils. Donc, souvenez-vous que le nouveau-né, il n'a pas encore son tonus des extenseurs qui est réveillé. Donc, si vous arrivez à bien mémoriser la position du nouveau-né, vous connaissez toutes les positions de flexion dans le corps. Voilà, hein. Voilà, flexion du rachis, des hanches, du genou, des chevilles et les orteils. On les mémorise en visualisant les petits pieds du nouveau-né. Ok, voilà, c'est bon. Le mouvement de flexion, c'est clair pour tout le monde, j'imagine maintenant, mais il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est que ce n'est pas parce que je suis debout et que je vais vers la flexion que j'ai utilisé mes muscles fléchisseurs. Je vais répondre à ta question, Jacques, après. Euh, hein. Alors, je le répète, j'étais debout en position anatomique. Je vais vers Balasana, la flexion. Eh bien, figurez-vous, ce ne sont pas mes muscles fléchisseurs qui ont travaillé. Et c'est là que vous vous trompez tout le temps. Ce n'est pas la position ne définit pas le muscle qui a travaillé. Il y a des pièges à cause de la pesanteur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais je vous donne juste je vous signifie juste ce détail sur lequel vous vous trompez fréquemment. Ce n'est pas parce que je suis dans un mouvement de flexion, pardon, ce n'est pas parce que je suis en position de flexion que ce sont mes muscles fléchisseurs qui travaillent. Voilà, parce que par exemple, si j'étais debout, c'est la pesanteur qui m'a fait tomber dans la position de Balasana. En fait, ce ne sont pas mes muscles fléchisseurs qui ont travaillé. Ce qui a travaillé, ce sont des muscles extenseurs pour m'empêcher de tomber trop fort par terre. D'accord? Rentrez pas trop, c'est un travail freinateur. N'allez pas trop loin dans ce genre de détails ce soir, c'est compliqué. Euh, Retenez juste que c'est pas parce que je suis en flexion que ce sont mes muscles fléchisseurs qui ont travaillé. Et Jacques me demandait, est-ce qu'on peut préciser flexion plantaire ou flexion dorsale? Donc ça s'applique notamment au niveau du pied et des orteils, c'est vrai, on peut utiliser ça. Alors moi, j'aime pas, Jacques, parce que ça amène une confusion. Je préfère qu'on retienne ce qu'est la flexion, ce qu'est l'extension. Parce que flexion plantaire ou dorsale, moi, je trouve que ça porte à confusion, mais ce n'est pas faux en termes anatomiques. Voilà. Alors, maintenant, voyons l'extension. Donc, l'extension, globalement, c'est ce qui va lutter contre la pesanteur. Donc, la posture, bon, je vous montre la petite vidéo. On est toujours dans le plan sagittal. Et je remercie Alex Yoga de m'avoir prêté ces vidéos, puisque évidemment, moi, je ne sais pas vous faire ça. Hein. Voilà. Donc, il était en position anatomique. Il est parti en arrière. D'accord? Hein, vers l'extension. Donc, c'est plus facile à comprendre l'extension à plat ventre, puisque on lutte vraiment contre la pesanteur. On comprend qu'on lutte contre la pesanteur.
et les postures typiques. Voilà. Donc, dans le plan sagittal, on a deux mouvements. Tout ce qui va être vers l'avant, ça va être la flexion vers Balasana, vers l'enfant. Et tout ce qui va être en arrière de la position anatomique, ça va être l'extension. Posture classique d'Anura Asana. Voilà, je progresse. Donc, c'est le mouvement contraire. C'est la position de mon corps en général contre la pesanteur. Mais attention, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas parce que je suis en position d'extension que ce sont mes extenseurs qui ont travaillé. Mais en général, c'est plus vrai en extension. Ah, je vais pas trop me... Voilà. Et globalement, c'est ce qui lutte contre la pesanteur, c'est ce qui m'érige, c'est ce qui me redresse. Hein. À chaque fois que je suis avachie, que je me laisse tomber, je suis plutôt vers la flexion. À chaque fois que je me redresse, que je m'auto-grandis, c'est plutôt de l'extension. Alors, on arrive au bassin. Sur le bassin, est-ce que vous savez me citer le nom des os du bassin? Déjà me dire combien il y a d'os dans le bassin. Et Claudio, tu es tout excusé pour ton retard. Voilà, j'attends dans le chat le nom des os du bassin. Si vous êtes trop timide pour participer, alors j'ai trois. C'est pas tout à fait trois, c'est pas loin. Il y en a un qui est oublié, Sophie, donc on va voir lequel. Sacrum, peut-être quatre. Sacrum, deux os iliaques. Coccyx, ah, pareil. Le coccyx, mention spéciale pour celui qui arrivera à écrire correctement coccyx sans faute d'orthographe. C'est oui, bravo Mélissa. Mélissa, elle a réussi. Ouais, donc on a les os iliaques. Hein. Donc les os iliaques, vous voyez ma souris, hein, je suppose, l'écran. Les os iliaques, ce sont ces deux grandes feuilles de chou ou ces deux grandes oreilles d'éléphant qui ferment le bassin, d'accord? Le nom anatomique, c'est l'os iliaque. Voilà. Alors, comme on aime bien vous embêter, au début des années 2000, on a décidé d'uniformiser le nom des os de manière mondiale. C'est-à-dire qu'en France, on disait os iliaque. Et finalement, on s'est dit dans les années 2000 que ce serait mieux qu'en anatomie, on utilise un langage universel. Enfin, voilà, universel, oui. Donc, on est parti vers le latin. Si bien que des gens comme moi, formés en 1998, eh bien, on parle encore l'ancienne nomenclature et vous verrez beaucoup les deux nomenclatures parce qu'on est encore dans des périodes de transition. Alors attention Nelly, surtout si tu es la Nelly qui est mon élève, tu confonds les os et des points de repère. Donc essaye de rester bien sur les os et de ne pas mettre les points de repère. Donc les os, il y en a quatre, hein, Nelly. Donc il y a les deux feuilles d'éléphant qu'on appelle donc soit os iliaque en ancienne nomenclature, soit os coxal. Je vous les montre. Voilà, l'os iliaque droit et l'os iliaque gauche. Voilà, tout ça ne forme qu'un seul os. Comme on en a un à droite, un à gauche, ça nous en fait deux. Le sacrum, os triangulaire et plat. Hein. Vous pouvez mettre votre main à plat sur le sacrum à l'arrière, doigt dirigé vers le bas. Hein. C'est une position de main que j'aime beaucoup quand on travaille les torsions, main à plat sur le sacrum. Ça permet de vraiment bien ouvrir le thorax. Et puis en bas, le coccyx. Attendez, je vous montre l'orthographe. Voilà. COCYX. Et ensuite, Nelly, donc je vous ai remis le nom des os, Nelly a cité les ischions, qui sont un point de repère important. Vous dites souvent à vos élèves, asseyez-vous sur les ischions. Donc, il y en a d'autres des points de repère. Est-ce que vous pouvez me les citer dans le chat? Donc, on a cité déjà les ischions. Essayez de vous demander si vous savez les situer sur cette planche anatomique. J'ai oublié de vous dire, pardon, que c'était un bassin vu de face. Alors, je vous vois vous activer, ça me fait plaisir. Les crêtes iliaques, oui, le IAS, bravo Samy, bravo Sophie pour les crêtes iliaques, épine iliaque, ouais. Alors, épine iliaque, c'est super, mais c'est un peu vague parce que il m'en manque une que j'aimerais bien que vous me citiez encore. Ça commence par épine iliaque aussi. C'est des épines iliaques, il y en a, je vous aide un peu à l'avant du bassin, mais il y en a aussi à l'arrière du bassin qui sont des points de repère importants. Alors oui, j'ai l'épine iliaque antéro-supérieure. Et les fossettes de Vénus, très bien Isa, c'est ça. À l'arrière, j'ai les fossettes de Vénus ou les épines iliaques postérieures. Je vous montre.
Donc, les ischions, je vous montre, hein, c'est tubérosité. Une tubérosité en anatomie, c'est un monticule. Pourquoi on a cette tubérosité? C'est parce qu'il y a des insertions musculaires qui ont tracté sur l'os et qui ont créé une excroissance. Donc là, vous pouvez être sûr que vous avez plein d'insertions musculaires. Les EIAS, ici, je vais vous montrer sur un autre schéma légendé. Mais vous n'avez pas mis les légendes tout de suite pour vous faire réfléchir. Les EIPS, donc épine iliaque, AS, c'est pour antéro parce que c'est à l'avant, supérieur parce que c'est en haut. Et EIPS, c'est épine iliaque postéro-supérieur parce que c'est à l'arrière, postéro, et c'est supérieur parce que c'est en haut. Vous n'êtes pas obligé de retenir le terme EIPS. Vous pouvez retenir fossette sacrée ou fossette de Vénus. Je vais vous les montrer, le diapo arrive. Et là, ici, c'est la crête iliaque. Voilà, alors on va les palper sur nous parce que ça, c'est hyper important. C'est de l'anatomie vraiment utile pour vous. Le IAS, là, euh, bon, ben, mannequin, voilà, maigre, pour pas dire anorexique, mais on voit bien les repères osseux, hein. Donc, vous êtes assis pour la plupart, vous allez poser les mains de cette manière-là à votre taille, sur votre taille. Et vous allez descendre. Voilà. Donc, vous avez les pouces derrière et vous avez les doigts longs. Les doigts longs, c'est 2, 3, 4, 5. Les doigts longs sont devant et les pouces sont derrière. Vous allez, dans le creux de votre main, dans la première commissure, là, vous allez mettre la crête iliaque. Vous allez la sentir, hein, la crête osseuse. À l'avant, les pulpes de vos doigts, vous allez chercher votre épine iliaque antérieure. Même si on ne la voit pas chez vous, on la sent forcément bien. Et puis, avec vos pouces à l'arrière, vous allez trouver les fameuses fossettes de Vénus. Vous avez trouvé le sacrum tout à l'heure, c'est de chaque côté du sacrum. Alors, attendez, je vous mets les photos. Voilà, les fossettes de Vénus. Ces deux petits trous là. Pour les trouver mieux, des fois, il faut bouger un petit peu sur sa chaise, cambrer, décambrer, s'incliner un peu à droite, à gauche. Voilà. Et là, vous visualisez votre bassin. Vous avez les pulpes des doigts longs sur les épines iliaques antérieures, épines iliaques si vous voulez. Vous avez les pouces dans les fossettes et vous avez les crêtes vraiment dans votre première commissure. Et vous pouvez vraiment sentir votre bassin. Amusez-vous à le faire bouger, à ressentir ce qui se passe dans votre bassin. Puis j'aimerais bien que vous palpiez vos ischions aussi, parce que vous demandez sans arrêt à vos élèves de s'asseoir sur vos ischions. Donc là, vous allez prendre vos mains comme ceci. Donc je les retourne, pardon, je me mets face à la caméra, et je m'assois sur mes mains. Je m'assois sur mes mains jusqu'à sentir quelque chose de pointu sous mes mains. Un os dans les fessiers, d'accord? Je sens un os vraiment pointu. Quand je cambre, je sens que l'os roule derrière mes mains. Et quand j'arrondis mon dos, que je m'avachis en flexion, je sens qu'il roule devant mes doigts. Et quand je suis bien érigée, je sens que ça pointe dans mes doigts, presque ça les écrase. Voilà. Si quelqu'un ne sent pas, ne comprend pas, faites-moi signe. C'est un petit éducatif que je m'amuse à vous faire faire, hein, parce que je trouve que c'est intéressant de le faire faire à vos élèves aussi, pour qu'ils sentent bien leur bassin, qu'ils placent sur eux un ressenti corporel, sur quelque chose peut-être qu'ils visualisent pas très bien. Alors nous, les thérapeutes, on les palpe, merci Caroline, on les palpe comme ça, hein. Je vous montre la photo, c'est rien que je vous remontre, hein. Donc on met les pouces et on descend le regard à hauteur des fossettes de Vénus. Donc vous avez sans doute eu un thérapeute qui a déjà fait cette manip pour vous, hein, qui s'est mis dans votre dos et qui s'est accroupi pour regarder la ligne d'horizon de vos fossettes. Merci Anne-Marie. Allez, on continue. Alors, on a donc les os du bassin, on a des repères qu'on va pouvoir retrouver très facilement chez nos élèves et sur nous. Et maintenant, on va réfléchir aux articulations du bassin. Alors, si vous ne savez pas me dire le nom, c'est pas grave, mais en général, c'est pas très dur l'articulation. Il suffit de citer articulation entre tel os et tel os. Voilà, vous me donnez les deux noms des os. Alors, allez, citez-moi dans le chat
des noms d'articulation. Ah, mais vous avez de la chance, il y en a une qui est écrite. Voilà, alors les sacroiliaques, super. Allez, je commence par ça, les sacroiliaques. Après, Hortense, ouais, c'est bien, je répondrai aussi. Alors, la sacroiliaque, c'est donc l'articulation entre l'os sacrum et l'os iliaque. Ok, on en a une à droite, donc une à gauche, et globalement, ça correspond aux fossettes. Hein. C'est pour ça que le thérapeute, hein, il regarde ça, ça l'intéresse beaucoup de savoir si c'est symétrique et si ça bouge de la même manière des deux côtés. Parce que vous savez bien que ces articulations sacro-iliaques, on en entend parler. Ok. Ensuite, j'ai vu le pubis, enfin j'ai vu pubien, donc le nom officiel, c'est la symphyse pubienne. Manque de bol, là, c'est pas l'articulation entre os coxal et os coxal, c'est la symphyse pubienne. C'est donc la jonction au niveau du pubis. Voilà, on peut dire pubis. Ok, Marie-Claire me dit lombo sacré. Ah ben, moi, je vois pas de lombaire là. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Marie-Claire? Moi, je vois un sacrum, mais je vois pas de lombaire. Donc, à proprement parler, Marie-Claire, ce n'est pas une articulation du bassin. Le bassin s'articule avec les lombaires, c'est indéniable, mais ça ne fait pas partie des articulations propres du bassin. Si c'est pas clair, vous me dites, hein. Voilà. Et puis, j'ai vu passer aussi, Claudio, la sacro-coccygienne, c'est-à-dire qu'il y a encore une articulation là entre le sacrum et le coccyx. Est-ce que c'est bon pour tout le monde qu'au sein du bassin, le bassin étant uniquement ce pelvis, là, cette bassine, ces deux os coxaux, ce sacrum et ce coccyx, je n'ai que ça comme articulation. Les deux sacroiliaques, le, c'est la sacrococcygienne, le pubis, tout ça, ce ne sont que les articulations intrinsèques au bassin. OK? Ces articulations, est-ce qu'elles bougent? Si c'est pas clair, surtout, vous me dites hein, sur l'histoire de la lombosacrée Marie-Claire. Hein. Ok, je commence à avoir des petites réponses. Ça bouge, mais très peu. Ah, j'ai moins d'enthousiasme là. Oui, par glissement. Voilà, c'est bien. Alors, évidemment, c'est plus simple hein, quand on a suivi déjà des cours d'anatomie, hein, de savoir si ça bouge ou si ça bouge pas. Hein. Donc, je ne suis pas là pour vous coller, je suis juste là pour vous faire réfléchir et vous faire progresser. Hein. Voilà. Alors, super Marie-Claire, si tu as compris. Sophie me dit, ça bouge lors de l'accouchement. Oui, c'est vrai, lors de l'accouchement, ça bouge et beaucoup, effectivement. Ça bouge, Isa me dit, ça bouge, mais dans l'idée, c'est que ce soit stable. Exactement. Hein. Donc, ça bouge. Oswald, donc je suis désolée, je ne sais pas si ça ne doit pas être ton prénom, ça bouge beaucoup dans la marche. Alors, non, je dirais pas que ça bouge beaucoup. Je dirais que ça bouge un peu. Ça fait des petits mouvements d'ajustement entre les os, mais ça bouge très peu. Par contre, Oswald, je te rejoins, ce petit mouvement d'ajustement est essentiel. C'est vraiment important qu'on ait cette mobilité, mais pas trop non plus, parce qu'avant tout, ça doit tenir. Je pense sincèrement qu'il y a plus de gens qui ont des douleurs de bassin parce qu'ils ont trop de mobilité au niveau de ces articulations-là que l'inverse. Alors, bon, ceux qui m'ont déjà entendu, je suis désolée, je suis obligée de le répéter. Je sais que c'est choquant pour les yogis parce que vous avez une volonté, une vision de la souplesse comme étant la santé à tout prix. Ce n'est pas vrai. Au niveau du bassin, il faut de la stabilité avant tout. Donc, on veut un peu de jeu, mais pas trop. Si on a trop de mobilité là, on va avoir des douleurs. Donc, on a des petits mouvements d'ajustement essentiels. Alors, la symphyse pubienne, oui, quand on est enceinte, ça peut être douloureux, tout à fait, tout comme le coccyx et les sacroiliaques. Tac, je lis. Jacques me dit la sacrococcygienne bouge, donc le coccyx, hein, bouge lors de la contraction du puborectal. Tout à fait. C'est à peu près, sans doute, un des seuls mouvements qu'on peut contrôler par la volonté, c'est la flexion du coccyx. Mais déjà, une extension, ça va être plus compliqué de faire une extension du coccyx. C'est même pas compliqué, c'est impossible.
Alors, ok. Pardon, je lis en même temps le chat. Quand on défèque, tout à fait, il y a des mouvements. Tac, tac, tac. Moi, je crois que j'ai répondu à tous. Et oui, Julien me dit, ce sont des amphiarthroses. Bon, je rentre pas dans les termes anatomiques, c'est pas le but. Je veux vraiment que vous reteniez, ce sont des petits mouvements, des petits glissements. Donc, ces os bougent, mais comme vous l'avez dit, bravo, vous saviez tout, lors de l'accouchement et de la défécation, ce sont des micromobilités, mais en gros, ce ne sont pas des mouvements volontaires, à part, oui, avec Moula Bandha, le puborectal ou le muscle du périnée, vous l'appelez comme vous voulez, le diaphragme pelvien, on arrive à faire bouger un peu son coccyx, puisque le périnée, le puborectal, s'insère sur le coccyx. Néanmoins, vous y arrivez. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette conscience-là, qui n'ont pas ce schéma moteur suffisamment élevé pour réussir à mobiliser leur coccyx. D'ailleurs, sachez que pour pas mal d'anatomistes, ce n'est pas possible de bouger son coccyx. Voilà. Je sais que ça choque les yogis aussi, mais voilà, ce n'est pas forcément un mouvement qui est décrit comme étant volontaire. Puisque lors de la défécation, par exemple, ce sont des mobilités involontaires. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ces petites mobilités du bassin essentielles pour ajuster? Et donc, quand je dis que ce n'est pas volontaire, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir dire à un élève, ouvre ton iliaque à droite. L'iliaque va s'ouvrir quand vous allez faire des mouvements avec la jambe, mais il ne va pas pouvoir le faire de lui-même. Ok, donc ça veut dire que le mouvement, il se fait ailleurs. Et il ne se fait pas dans ces petites articulations-là. On va considérer pour ce soir qu'elles ne bougent pas. Ça va être plus simple. Et on va du coup se demander où se fait le mouvement. Je vous attends. Julien me dit, ça part des appuis. Donc si ça part des appuis, c'est-à-dire que ça part des pieds, ça remonte, et ça passe par quelle articulation alors? C'est vrai. Voilà, la coxo-fémorale. Bravo. Donc, c'est-à-dire l'articulation de la hanche, l'articulation entre l'os coxal et le fémur. Donc là, oui, je vais avoir beaucoup de mobilité. Et Sophie me dit l'articulation lombo-sacrée, donc entre la cinquième lombaire et le sacrum. Donc globalement, quand je vois du mouvement dans la zone, ça a bougé au niveau des hanches et au niveau des lombaires, mais ça n'a pas bougé dans le bassin. Une autre manière de le dire, c'est que les mouvements des hanches et des lombaires sont liés. Je n'ai pas vraiment le choix de bouger mes hanches et mes lombaires. Alors, vous allez me dire, si, moi j'ai le choix. Ok, les yogis, excusez-moi, j'ai un problème de chat qui miaule. Les yogis avancés, ou les danseurs, par exemple, quand on a une bonne conscience de son schéma corporel et qu'en plus on est plutôt souple, on a le choix. On peut décider de bouger ses hanches ou de bouger ses lombaires. Mais le commun des mortels qui débute en cours de yoga, qui est un peu raide, il ne comprend pas. Ça bouge au niveau du bassin, mais il n'est pas capable de dissocier ce qui se passe dans les hanches et dans les lombaires. Une autre manière de dire la même chose, c'est que si le sujet n'est pas éduqué à son schéma corporel, eh bien, il ne décide pas du mouvement. C'est son cerveau qui décide. Et je vous ai dit qu'on avait une tendance à faire ce qui nous arrangeait, à ce qui était facile pour nous, ce qui était connu. Ça veut dire qu'on va toujours travailler dans ce qui est le plus simple pour nous. On va éviter d'aller là où ça nous pose problème. On va aller à l'intuitif, dans ce qui est facile, dans nos défauts. Ça veut dire que si on n'est pas éduqué, qu'on n'a pas un regard extérieur, qu'on n'a pas une consigne verbale, on ne va pas comprendre par nous-mêmes comment corriger. D'où l'importance, c'est ce que j'appelle l'éducation. C'est le guidage, vous vous dites. Et c'est pour ça qu'on a autant de chiens la tête en bas qui vont être mal réalisés. C'est parce que nos élèves ne sont pas encore forcément bien éduqués. Ça veut dire que votre élève lambda, quand il va travailler au niveau lombaire, il va travailler dans ses défauts posturaux s'il en a et s'il n'est pas guidé et il ne progressera pas. Est-ce que ça soulève des questions? Ça choque un peu des fois. Alors, je vais vous dire comment ça choque et après, je répondrai à vos questions s'il y en a dans le chat.
Je vous raconte cette anecdote hein, d'un patient que j'ai eu il y a quelques années et il m'avait beaucoup fait rire, mais il m'avait beaucoup touchée. Il arrive en me disant, j'ai mal au dos, hein, bon, rien d'exceptionnel, des zones lombaires, et il me dit, mais je connais très bien mon corps. Je fais de la gym intuitive tous les matins, donc moi, j'ai pas besoin de faire de gym avec vous, j'ai besoin de massage. Et je lui dis, ah bah non, ça va pas se passer comme ça chez moi. Je vous explique pourquoi. Maintenant, bon, vous ferez comme vous voulez. Si ça vous convient pas, vous ne restez pas. Mais en tout cas, il n'est pas question que je ne fasse que vous masser. Donc, ce patient-là, il était persuadé qu'il sentait son corps et qu'il faisait ce qui était bien pour lui, quoi. Et moi, je lui ai dit, mais non, mais sans correction, vous ne comprenez pas vos défauts, en fait. Et il a été sidéré. Je lui ai dit, bah, laissez-moi ma chance, laissez-moi vous faire travailler 10 minutes. Et il a été sidéré qu'en fait, il se faisait tromper par son corps quelque part. Vous voyez, pour lui, c'était vraiment la déconvenue. Il pensait qu'il était très à l'écoute de son corps et il l'était à sa manière. Mais il n'avait pas compris que sans regard extérieur, sans correction, sans éducation, on ne fait que faire ce qui nous facilite la vie. On est humain. D'accord? Donc la gym intuitif, faire ce qui vient, faire ce que je sens dans mon corps. Alors en yoga, on l'entend beaucoup ça. Non, 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 ça marche pas du tout. Hein, on ne progresse pas dans la posture. Si on veut progresser, moi je vous ai dit, mon objectif c'est de rééduquer. Donc les gens qui me demandent de faire du yoga avec eux, ce sont des gens qui en général ont mal au dos. Hein. Après, c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, si c'est juste se faire plaisir, on peut continuer à pratiquer sans être corrigé. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça, mais s'il y en a, dites-le moi dans le chat. Et j'avance. Bon, alors il y a d'autres référentiels en anatomie, le haut et le bas. Alors ça paraît stupide dit comme ça, n'empêche que quand on est en Shirshasana, on ne sait plus trop où est le haut et le bas. Donc en anatomie, il y a des conventions. Le haut, c'est toujours le crâne, c'est le crânial. Et même si on est en Shirshasana, le haut, c'est toujours en bas, là. Et puis, de la même manière, pourquoi ça va nous intéresser? C'est pas pour le haut et le bas aujourd'hui, c'est pour l'avant et l'arrière. L'avant, c'est pareil, ça correspond en anatomie toujours au ventre. Que vous soyez en pont, tête en bas en Shirshasana ou quoi, l'avant, c'est toujours le côté du ventre. Et l'avant, on va utiliser le terme anté. Anté, ça signifie avant. D'accord? Le préfixe anté. Donc, la bascule en avant du bassin, c'est une antéversion. Alors, et en arrière, c'est une rétroversion. Ces bascules du bassin, elles sont dures à sentir. Euh, elles sont surtout dures à se représenter, pardon. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Pour beaucoup de gens, c'est pas évident que cette photo-là, que je vous montre, soit une antéversion. Vous pouvez le faire sur vous. Hein. Vous pouvez vous mettre debout si ça vous facilite la tâche. Parce que souvent, quand vous faites une antéversion, vous me dites, oui, mais derrière, ça monte quand même. Donc derrière, ça s'avance. Le coccyx, on a l'impression qu'il s'avance. Donc, peut-être que pour vous, c'est clair ce soir, mais soyez certain que pour vos élèves, c'est pas évident que ce soit une bascule en avant du bassin. Alors, c'est parce que par convention, on a choisi que c'était l'épine iliaque antérieure qui avançait et donc ça fait une antéversion. Euh, une manière simple de le retenir, c'est de mettre les mains à sa taille, faites-le en même temps, je vous en prie, et vous allez apprendre ça à vos élèves également, et vous allez leur dire, votre bassin, c'est comme un seau plein d'eau, et vous allez faire couler l'eau devant vous. Et quand l'eau coule devant soi, c'est une antéversion. Ils ne sont pas obligés d'apprendre antéversion. Ce n'est pas grave s'ils ne savent pas le terme antéversion. Mais on va voir comment on va leur guider. Mais vous, voilà, vous pouvez les éduquer comme ça. Voilà. Votre bassin de profil, vous avez le choix entre deux mouvements. Soit la bascule en avant, l'eau coule en avant, soit la bascule en arrière, rétroversion. L'eau coule en arrière. Je vous signale quelque chose qui peut-être vous arrive ce soir. Si vous êtes un peu raide au niveau des lombaires, il est possible que quand vous fassiez une rétroversion, l'eau ne coule pas en arrière. Il est possible que vous n'ayez pas assez d'amplitude pour que l'eau coule vers vos fessiers. Peut-être que ça ne coule pas, justement. Hein.
Hein. Et à l'inverse, vous allez peut-être avoir des gens pour qui l'eau ne coule plus en avant non plus. Voilà. Donc, ça va vous déjà vous donner une première analyse du bassin, c'est est-ce que mon élève a la mobilité pour faire couler l'eau de sa bassine en avant ou couler l'eau de sa bassine en arrière. En position intermédiaire, il est sur ses ischions. D'accord? Il est assis sur ses ischions en position intermédiaire. Bon, les guidages là, comment on guide une antéversion? Vous voulez m'en dire quelques-unes dans le chat? À partir des hanches, oui, Jacques, et de manière plus précise, tu guides comment à partir des hanches? Tu dis quoi par rapport aux hanches? Voilà, Sigrid, oui, mais bonsoir, je t'avais pas vu. Cambrai, oui, voilà. Moi, j'aime bien cambrai, hein, c'est assez clair. La queue du chat, les ischions. En danse, on parle de lordose hein, et de hanche vers l'avant. Donc, oui, la lordose, bon, c'est un terme qui signifie cambrer. Je suis pas sûre que tous les élèves le connaissent, mais voilà. Ce que vous me dites là, ce qui est bien, c'est que ça vous montre que vous pouvez éduquer vos élèves comme vous voulez. Si en danse, vous avez l'habitude de leur dire, eh ben, augmente ta lordose, je ne sais pas comment vous dites, eh bien, et que vos élèves vous comprennent, c'est ce qui compte. Vous utilisez bien le vocabulaire que vous voulez. C'est qu'il faut que vous arriviez à trouver du vocabulaire qui fasse que vos élèves fassent ce que vous avez demandé. Et ça, je peux vous dire que c'est long hein, quand même, hein, d'apprendre à vos élèves à faire l'antéversion et la rétroversion. Alors par exemple, en danse aussi, on me dit la hanche vers l'avant. Moi, par exemple, bon, c'est sans doute un défaut de kiné, je ne comprends pas du tout. Tu me dis hanche vers l'avant, je ne comprends pas si c'est cambré ou décambré. Je ne comprends pas dans quel sens je dois aller. Donc, dans vos élèves aussi, vous avez tout un panel de gens qui n'ont pas les mêmes représentations du bassin. Donc, vous pouvez varier le vocabulaire jusqu'à ce que tout le monde vous comprenne. Voilà. Je vois la queue du chat, très bien, ok. L'étiquette, bon, le petit nœud de la culotte vers le siège, sexy position. Ah, mais vous me connaissez bien. Autograndissement en penchant comme un Playmobil ou comme un siège de voiture. Ouais, j'aime bien le Playmobil, effectivement, et comme un siège de voiture, ouais, c'est pas mal, ça donne bien l'idée. Ok, donc j'avais les mêmes. J'avais pas le siège de voiture ni la lordose. Hein. Cambrer, décambrer, rentrer le coccyx. Ah, vous voyez, rentrer le coccyx. Moi, j'utilise souvent rentrer le coccyx, qui peut m'être opposé. Parce que Jacques, par exemple, me dirait peut-être, ah non, moi, rentrer le coccyx, ça correspond à une contraction du périnée. Hein, voilà. Mais moi, je dis souvent rentrer le coccyx à mes élèves et ils comprennent que c'est une rétroversion. Imaginez que vous êtes un chat et vous rabattez la queue entre les jambes. Alors là, pareil, pour certains auteurs, c'est uniquement le périnée. Pour moi, je trouve que c'est mieux comme rétroversion. Voilà. Les étiquettes. Donc, je détaille pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je dis à mes élèves assis, comme ça, je leur dis, posez l'étiquette du pantalon sur l'assise ou bien posez la partie renforcée de la culotte sur la table et ça fait une antéversion. Ouais, c'est très dur à guider, hein, et il faut beaucoup d'éducatifs. Pour les gens, c'est pas facile de faire ça. Rapprocher le pubis du menton pour donner la direction du mouvement. Ouais, c'est bien, Anne-Marie. C'est un bon moyen de guider, voilà, les élèves. En tout cas, moi, je dirais qu'à la fin du premier trimestre, vos élèves, ils doivent savoir faire ça. Voilà. Ils doivent savoir, vous devez avoir trouvé le moyen de leur donner une consigne orale qui fait que leur bassin s'ajuste. Allez, les muscles antéverseurs, comme je veux passer pas mal de temps sur la partie lecture de corps, vous m'excusez, je vais passer un petit peu vite là, mais j'ai une vidéo qui est enregistrée qui vous redonnera tout ça. Donc, globalement, l'antéversion, on a vu que c'était l'épiniliaque qui bascule en avant, par définition, par convention, il n'y a rien à réfléchir. Et donc, les muscles qui vont entraîner une antéversion, ce sont ceux qui globalement s'insèrent à l'avant du bassin et descendent, ou ceux qui globalement s'insèrent à l'arrière du bassin et montent. Vous voyez, c'est deux flèches. Vous me dites si c'est pas clair hein, quand même. Je veux passer vite, mais je veux que vous compreniez, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, donc là, on voit bien notre unité fonctionnelle hein, avec les mouvements dans la hanche et les lombaires. Oui, maintenant vous savez où est le piniliaque et où est le coccyx et je suis en vue de profil. Ok, tout ça, je vous ai dit. Donc,
On commence par les muscles qui sont à l'avant du bassin et qui globalement descendent et qui donc créent une antéversion. Allez, vous voulez vous amuser? Challengez-vous un peu, réfléchissez dans votre tête, faites-moi des propositions. Ah, c'est dur, hein. Ça devient de l'anatomie difficile. Oui, Sophie, bravo. Oui, bon, oh, excusez-moi, c'est trop facile pour vous. Bon, alors, psoas et quadriceps, très bien. Il y en a d'autres, hein, vous les connaissez moins. Couturier, muscles transversaux. Je suis désolée. Le transverse abdominal, hein, j'imagine, tu parles, Béran, le transverse abdominal. Attention, lui, il n'est pas dans les antéverseurs. Et le droit antérieur, Jacques, oui, très bien, c'est un faisceau du quadriceps. Claudio m'ajoute Sartorius et TFL, c'est super, on les a tous. Ok, je vous challenge. Ils peuvent créer une antéversion soit parce qu'ils se contractent, soit pour une autre raison. Laquelle? Alors, soit ils se contractent. Eh oui, Mélissa, je te réponds pas et tu vas avoir ta réponse, justement. Si vous voulez un indice, lisez le commentaire de Mélissa. Peut-être qu'elle prend le problème à l'envers, en fait, Mélissa. Et je suis très contente que tu poses la question parce que ça veut donc bien dire que c'est quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Vous imaginez, alors oui, Jacques, ça peut être ça aussi. Soit j'ai des muscles de devant qui sont trop forts et des muscles de derrière qui sont pas assez forts, hein. Mais en général, ils seront pas assez forts justement parce que ceux de devant sont trop forts. Donc, ils sont victimes, si tu veux, Jacques, en général. Voilà comment on raisonne en général en chaîne. Soit ils sont trop courts, bravo Sophie, c'est exactement ça. Si ils sont trop courts, eh bien, ils tirent le bassin en avant aussi. Donc, quand Mélissa me dit, j'ai du mal à comprendre du coup pourquoi quelqu'un qui a un bassin de nature antéversée a souvent des psoas quadri raides, eh bien, tu as ta réponse, Mélissa. C'est parce que tu prenais le problème à l'envers. C'est précisément parce qu'ils ont ces muscles-là raides que le bassin est antéversé. Voilà, super. OK. Donc, soit ils sont trop raides ou trop courts, hein, vous l'aviez dit. Voilà. Alors, je pensais que c'était le contraire, me dit Béran, parce que j'ai un problème de psoas et le bassin rétroversé. Béran, tu as pas de chance, tu es tombé sur le psoas. Et le psoas, il a une particularité, c'est que on ne sait pas ce qu'il fait au niveau du rachis lombaire. Les auteurs sont pas d'accord. Donc moi, j'ai conclu, hein, j'ai lu à peu près tout ce que disent les auteurs pour savoir s'il est cambrant ou pas cambrant au niveau du bassin. Mais au niveau des lombaires, voilà comment tu peux raisonner, Béran. Au niveau du complexe, hein, lombo-sacré. Le psoas, c'est un enquiquineur. Quel que soit ton problème, le psoas va le fixer et l'entretenir. Il va prendre la corde. Je n'avais pas pensé à cette question, donc j'ai pas la slide qui te montre ce que signifie prendre la corde. Mais je t'invite à regarder ma vidéo sur le psoas. Si tu la retrouves pas, je te donnerai le lien. Et j'explique très bien ce que signifie prendre la corde et pourquoi il fixe les lésions du bassin. On te demande de l'étirer, et ben je te confirme que c'est souvent une bonne idée dans tous les cas. C'est très rare d'avoir des gens qui ont des psoas trop longs, hein. C'est très très rare. Je vous invite à lire là-dessus, hein. Enfin, à écouter la vidéo là-dessus. Bon, bref, donc vous m'aviez trouvé tout à fait les muscles, le faisceau iliaque, hein, parce que Béran, le psoas a deux faisceaux, donc c'est surtout le faisceau iliaque qui est antéverseur, et le faisceau psoas, lui, on a plus de doutes sur sa fonction. Le droit fémoral, hein, donc quadriceps, et là, s'il vous plaît, retenez ça ce soir, la pépite de ce soir, c'est peut-être ça votre pépite de ce soir, il est souvent trop raide chez vos élèves et vous n'y pensez pas au quadriceps. Vous êtes obnubilé par les ischio-jambiers et souvent, vous sous-estimez le fait que les quadriceps puissent être raides aussi. C'est peut-être pas votre cas, hein, mais voilà. Je vous montre le couturier ou sartorius et le tenseur du fascia lata. Je passe pas des heures là-dessus, c'est juste pour vous éveiller. Ce sont souvent des muscles aussi qu'on doit étirer. Les autres antéverseurs, hein, donc c'est ceux qui vont être à l'arrière du dos et qui vont remonter à l'arrière du bassin, qui vont remonter. Je passe un peu vite aussi là-dessus. Donc tous les muscles spinaux, grands dorsaux, carrés des lombes, hein, des muscles du dos. Donc
eux aussi vont contribuer à fixer le bassin quelque part, hein, s'ils sont raides. D'accord? Et s'ils manquent de tonus, eh ben, ils vont limiter ma capacité à faire de l'extension. Allez, je continue. La rétroversion. Vous voyez les deux flèches qui symbolisent les deux groupes musculaires majeurs pour la rétroversion. Allez, dites-moi dans le chat, quels sont les muscles qui font la rétroversion? On ne cherche pas les... Vous ne me donnez pas le nom en latin du troisième faisceau, hein, vous, globalement. Voilà, les ischio-jambiers, les grands droits, donc globalement, voilà, les grands fessiers, les ischio-jambiers et les abdominaux. Bravo, vous les aviez tous. La bassine se vide dans le dos. Et là, encore une fois, c'est pas forcément parce que j'ai des muscles trop toniques qui tirent, c'est peut-être parce qu'ils sont trop courts. Mais ça, en général, vous le comprenez mieux sur les ischios. C'est peut-être des ischios trop raides qui fixent le bassin en rétroversion. On peut aussi voir des abdos trop toniques qui fixent le bassin. Peut-être pas chez des yogis en général, mais plutôt chez des culturistes, vous voyez, des nageurs. Ok, donc les abdos, je vous les montre. Et les muscles moteurs, les ischio-jambiers, si le genou est tendu. Donc on voit aussi que la position du genou, ça fait 2 fois qu'on voit avec le quadriceps et avec les ischio-jambiers, ça fait 2 fois qu'on voit que la position du genou a une influence sur la position du bassin. Mais vous le savez différemment. Et le grand fessier. Allez, on y arrive. Lecture du corps, ce que vous attendez. Pourquoi vous obtenez ça? Et maintenant, vous allez savoir vraiment précisément pourquoi et comment le corriger. Alors, d'abord, je vous rassure, hein, moi aussi, j'obtiens ça dans mes cours, hein. C'est normal. Tout le monde, tous les élèves font ça. C'est un défaut d'éducation globale au schéma corporel, d'accord? Des chiens malades. Voilà, Claudio, si tu veux. Allez. Donc, vous montrez un chien la tête en bas, peut-être parfait, et vous dites bien aux débutants, pliez les genoux, hein. Et puis, ah, tiens, ça va pas marché. Allez, dites-moi, je voulais que ça apparaisse séparément, mais quel est l'esprit de la posture du chien la tête en bas? Qu'est-ce que vous cherchez avant toute chose à obtenir? Bonsoir Jacques, merci pour votre participation. Oui, Hortense, un étirement du dos. Sophie me dit étirer la chaîne postérieure. Je suis moins, je suis d'accord avec ça dans l'ensemble, mais avant tout, vous l'avez dit, le dos bien droit. Voilà. Avant tout, l'esprit de cette posture, pour moi, à la limite, je préfère quelqu'un qui s'étire pas la chaîne postérieure, mais qui soit bien aligné. Et on va voir ce cas plus loin, vous allez voir. Hortense me dit un alignement des épaules et des hanches, hein, donc ça, on revient tous à la même idée. Ok. Les poignets, oui, Hortense, mais c'est pas le truc principal de cette posture. Ok. Donc le principal objectif à obtenir, c'est un autograndissement du rachis. Autrement dit, les épaules loin du bassin. Autrement dit, un dos bien droit, bien aligné et bien long. D'accord? Où doit se faire la flexion? Ça, c'est pour vous. Dans quelle articulation? Ouais, dans les hanches. Très bien. Est-ce qu'elle doit se faire en lombaire? Non. Et pourtant, ça va être ça le principal problème de vos élèves. Vous vous souvenez, ça bouge d'un bloc chez tout le monde de manière normale. Tant qu'on n'est pas éduqué, on ne sait pas bouger ses hanches de manière distincte de ses lombaires. Donc, c'est normal que vos élèves soient en difficulté. Donc, la flexion doit se faire dans les hanches, elle ne doit pas se faire en lombaire. Et donc, le placement du bassin, si on arrive à leur faire placer le bassin, on a tout gagné. On a placé à la fois donc les hanches, les lombaires et globalement tout le dos. Donc, on a l'esprit de la posture si on a placé le bassin. D'accord? Allez, je vous ai juste mis là la flèche bleue qui symbolise l'autograndissement et l'esprit de la posture. On l'appelle aussi souvent étirement axial actif, cet autograndissement en kiné, et je l'abrège EAA. Donc, ce qu'on va guider, ce que vous montrez bien, vous, c'est vers une antéversion du bassin. D'accord? Et vous savez qu'en pliant les genoux, vos élèves raides arrivent à antéverser. Exactement, on a une antéversion. Mais on n'en veut pas trop non plus, hein. On va voir qu'il y a des gens qui tombent dans l'excès aussi, qui arrivent à tomber dans l'excès. Est-ce que vous savez me dire pourquoi ça aide de plier les genoux?
En pliant les genoux, je donne du jeu aux ischio-jambiers. Vous vous souvenez que les ischio-jambiers, ils étaient rétroverseurs. Vous vous souvenez qu'ils s'inséraient là sur l'ischion et qui tiraient le bassin en rétroversion. Donc, si je détends mes genoux, je détends mes ischio-jambiers. Pardon, si je plie mes genoux, je détends mes ischio-jambiers. Et donc, j'ai du jeu qui va me permettre d'aller plus vers l'antéversion. Et il y avait une question avant. Sigrid me dit, est-ce qu'on peut leur dire de cambrer? Tout à fait, tu peux les guider comme ça en leur disant de cambrer. Mais, à mon avis, ils vont pas comprendre. Ah, une fois que tu les auras éduqués, oui, mais au début, comme ça, cambrer, tête en bas, à l'envers, ça va être dur à suivre, hein. Ok. Donc, ça va permettre de bien se placer au niveau du bassin pour les personnes raides. Vous me l'avez dit. Le résultat obtenu, hein, vous avez vu, c'est des photos officielles, hein, professionnelles, hein, qui se passent dans des cours de yoga. Donc, il n'y a pas que dans vos cours que ça se passe comme ça, je vous rassure. Et on va étudier lui particulièrement. Donc, ce que vous obtenez en général, alors que vous avez bien montré, vous obtenez les genoux tendus, un rachis en flexion et un bassin rétroversé. Ah, résultat classique. Ok, ça va pour tout le monde? Alors, vous me l'avez dit, donc vous savez que maintenant que le bassin il est rétroversé par les ischio-jambiers, et du coup, on n'a pas du tout l'esprit de la posture puisqu'il est globalement en flexion. Pour les lombaires, c'est pas idéal, mais est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce qu'on va l'arrêter tout de suite en lui disant, oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un risque incontrôlé? Ou est-ce qu'on va... c'est sûr que on n'est pas content d'avoir un élève comme ça, hein, je ne peux pas dire le contraire. Voilà, on va lui dire de prendre de l'espace, de pousser les jambes plus loin. Sandra, je te dirais plus loin, voilà, de soulever les talons, plier les genoux, les écarter. Sandra, tu vas voir, je reviens là-dessus plus loin. Il y en a une autre qui écarte beaucoup. Ok, bon, il est en dos rond. Voilà, Antonella, merci. Il est en dos rond, c'est pas génial, c'est pas l'esprit de la posture, mais il n'y a pas mort d'homme, d'accord? C'est pas grave, c'est moins pire que de rien faire, d'accord? Ça, il faut que vous en soyez convaincus. C'est moins pire que d'être sédentaire. Donc, c'est pas satisfaisant, c'est pas ce que je veux obtenir à la fin de l'année. Mais si au premier trimestre, j'ai des élèves qui sont comme ça, eh ben, ils apprennent, d'accord? C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un risque plus particulier de se blesser? Non. Il fait du dos rond toute la journée, d'accord? C'est pas grave s'il en fait le soir aussi au cours de yoga. On va essayer de faire mieux pour lui, mais il n'y a pas non plus à être traumatisé parce que vous avez des élèves comme ça. Donc il reste dans son défaut, comme s'il était avachi la journée assis. Voilà. Il est donc dans sa facilité, son schéma moteur, ce qu'il connaît bien, son défaut postural. Et vous allez l'aider à l'en sortir. Mais il se rend absolument pas compte qu'il ne fait pas comme vous. Pour lui, il fait exactement la même chose que vous. D'accord. Mélissa, j'arrive pas à tout lire, donc j'avance un peu et je relirai. Voilà. Comme j'ai fini sur lui, on voit elle, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit écarter un peu plus les pieds. Donc vous avez vu, elle a rusé différemment. Elle a pris beaucoup d'écart dans son chien, la tête en bas. Et pendant que je lis la question de Mélissa, je vous propose de me dire, de réfléchir à comment est son dos, comment est l'esprit de sa posture, est-ce qu'elle se met en danger, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. On est tous d'accord pour dire que globalement, elle a trop écarté et qu'on va lui proposer de rapprocher, d'accord? Mais en dehors de ça, ce qu'elle fait, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est gênant ou pas? Attends, Mélissa, j'arrive pas à comprendre ta question, Mélissa, excuse-moi. Pourquoi on propose un ajustement pour allonger le bas du dos et rétroverser le bassin de l'élève? Alors, à mon avis, Mélissa, c'est pour les élèves avancés qu'on propose ça, mais pas pour les débutants, hein. Je pense que aucun prof de yoga guide les débutants en rétroversion du bassin dans cette posture. Je peux me tromper, et les autres, je vous invite à répondre à Mélissa aussi dans le chat, hein. Bonsoir Sylvie. Ok. Alors, donc je reviens sur celle-là qui a pris comme ruse un grand écart entre les mains et tout. Alors, donc, qu'en pensez-vous? L'esprit de la posture. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal, hein. Elle, au moins, elle a le dos droit, hein. Voilà. Alors, Christelle me dit, elle est hyper laxe. Bah, je vois pas trop où elle est hyper laxe, moi. Les coudes, regarde, ils sont pas en récurvatum, ils sont un petit peu pliés.
Les genoux, ils sont pas pliés, le dos, il est droit, les épaules, elles sont un peu raides même. Voilà. Donc, la dangerosité, elle y est pas. Elle est pas, on est d'accord, on n'est pas dans la, c'est pas la posture, hein. Euh, Elle est plus vers une planche, hein, d'accord? Elle va fatiguer très vite parce qu'elle a beaucoup de poids sur les mains, mais au niveau de son dos, au moins, elle a le mérite d'être presque bien placée. Alors oui, ça pourrait être mieux, hein. Elle pourrait être plus tenue, effectivement, plus gainée, je suis d'accord sur les bandas, mais au niveau du dos, c'est pas si mal. Donc, elle est plus sur un travail type planche. Et pourquoi elle triche comme ça? Eh bien, c'est toujours aussi ses ischio-jambiers, hein. Ça lui permet, le fait d'être venue vers l'avant, ça lui permet de faire moins de flexion de hanche. Et comme elle a les genoux tendus, ça lui étire moins les ischio-jambiers. Ça veut dire que le précédent, comme ruse, il avait trouvé, pour soulager ses ischio-jambiers, il avait trouvé une rétroversion du bassin. Et elle, comme ruse, elle a trouvé de faire moins de flexion de hanche. Si vous lui reculez le bassin, il est quasiment certain qu'elle va être en rétroversion. Elle n'a pas le choix. Elle a une longueur d'ischio-jambier qu'elle peut avoir. Vous me dites, d'ailleurs, elle est sur la pointe des pieds. Oui, ok. On rentre pas dans ce genre de détails, c'est tout à fait exact. Elle a son dos quand même qui est bien aligné. Donc, notre recherche éducative, si vous voulez, pédagogique, elle est quand même un peu dans l'esprit de la posture. Donc ça, moi, je valide. Cette ruse, je la valide. Je vais pas la laisser trop longtemps comme ça. Je préfère effectivement qu'elle rapproche un peu les pieds de la main. Mais en tout cas, elle prend aucun risque, ni pour son dos, ni pour rien d'ailleurs, hein. Elle, ce qu'on lui propose de changer, Caroline, c'est de rapprocher les pieds des mains et de plier les genoux. Parce que si elle rapproche sans plier les genoux, elle va tomber dans le défaut de la précédente, du précédent. Donc elle est bien en autograndissement, le bassin est presque antéversé, hein, et je vous dis, on n'est pas en géométrie non plus, d'accord, hein, il faut être un petit peu indulgent aussi avec nos élèves. Zéro dangerosité. Simplement, elle va se fatiguer sur les bras. Donc, si vous lui faites tenir 5 respirations, elle va fatiguer plus vite que les autres. Et puis, le problème, c'est qu'elle reste dans son défaut. Elle est raide des ischios. Elle a retrouvé une ruse intelligente pour éviter en ayant le dos droit, pour éviter d'étirer ses ischios, mais elle va jamais progresser sur ses ischios. Et donc, si elle rapproche les mains des pieds, je vous ai dit, on retombe dans le défaut du précédent. Si on veut pinailler, on peut lui dire de travailler un peu ça, ici. D'accord? Elle, on peut, puisque son bassin est correctement placé. Donc, on peut lui dire, travaille un peu ta syphose. Ah, là, on a enfin un élève docile qui plie les genoux. On l'a attendu parce que vous avez les mêmes que moi, hein. Personne ne veut plier les genoux, hein. Ça, c'est pareil, c'est un problème de schéma moteur. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, enfin, il a plié les genoux, mais on n'a pas plus l'esprit de la posture. D'accord? Hein. Ok, Flora, merci. Le rachis, hein, vous voyez qu'il est en flexion. La dangerosité, bon, pardon, j'ai passé un petit peu vite, mais vous comprenez où je veux vous mener, hein. J'ai globalement un rachis en flexion. J'ai globalement un bassin qui est rétroversé, qui est tiré vers les ischios, et pourtant il a les genoux pliés. Alors pourquoi? Il a les genoux pliés quand même. Lui, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas plié ses genoux. Alors pourquoi son bassin se rétroverse, hein? Et pour la tête, Sandra, pardon, j'avais pas vu dans le chat, mais oui, tu as raison, il faut relâcher la tête. Eh bien, parce qu'il a les ischios extrêmement raides, hein, tellement raides que même les genoux pliés, il ne peut pas faire plus. Oui, alors, soit il est extrêmement raide, soit il n'a pas compris nos consignes. Ça, c'est possible aussi, comme dit Anne-Marie. Il faut l'inviter, peut-être venir le guider avec ses mains, l'inviter à monter les ischions vers le plafond, par exemple. Ça peut être un type de guidage. Moi, je dis souvent, éclairer le plafond avec les fessiers. Euh, Voilà, donc il a les ischios extrêmement raides et c'est très fréquent, hein, que les gens, même fléchis comme ça, aient un bassin rétroversé, hein. Ne sous-estimez pas la raideur des ischios ou défaut de schéma moteur. Et regardez la solution qu'on va lui proposer, donc de plier encore plus les genoux, d'éclairer le plafond avec les fessiers. Lui, est-ce que c'est valable de lui proposer de redresser au niveau de la syphose là? Ça apporterait pas grand-chose parce qu'il redresserait la syphose, mais il resterait probablement rond en bas. Vous allez voir sur les prochains.
parce que le rachis, on le place à partir du bassin. Plus on monte, plus c'est la cerise sur le gâteau. Donc, si vous n'avez pas une bonne base, si vous n'avez pas déjà un bon bassin, vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous voulez. Donc là, si vous lui dites, serre entre tes omoplates, vous aurez quand même un bassin rétroversé. Ce ne sera toujours pas l'esprit de la posture. Voilà. Donc, est-ce qu'il a les épaules raides, hein? C'est à tester aussi. C'est peut-être aussi ce qui le gêne. Et je vous montre l'éducatif qu'on peut lui proposer. C'est le chiot. On lui peut lui proposer ce type d'éducatif genou très fléchi. Vous avez vu, là, je peux difficilement fléchir plus. Et je lui propose de venir sentir ce qu'est un dos droit, aligné, les ischions vers le plafond. Voilà, ou mettre les mains sur une brique aussi, me dit Sylvie, tout à fait, hein, ça va l'aider, ça va lui donner du jeu un peu. Donc, je disais pour les épaules, dans le chiot, il y a souvent des gens qui sont gênés par les épaules. Ils ont les épaules trop raides. Donc, on peut mettre les mains sous le front, hein. Là, si vous rajoutez sur des briques, ça va être encore plus dur. Vous pouvez faire mettre les mains sous le front, hein. Et Béran me dit, c'est typiquement la position qui me gêne quand on se prépare à faire une transition à partir du chien la tête en bas. Ah, ben c'est intéressant. Ça veut dire que ça, c'est à travailler parce que moi, typiquement, c'est ce que je te proposerais, c'est ce que je propose à mes élèves comme éducatif. Sentez le dos droit dans la posture du chiot, sentez le placement, sentez le bassin, sentez comme vos fessiers éclairent le plafond. Retournez les orteils, gardez les genoux très proches du sol et essayez de garder le même esprit dans le dos. Bon, mais chez les avancés, on a des problèmes aussi, hein. Ah ouais, il n'y a pas que les débutants qui font mal le chien la tête en bas. Ok, donc je vous en ai trouvé trois, mais globalement, c'est toujours le même problème, hein. Il compense différemment, mais c'est pas mieux, hein. Donc lui, bon, je sais pas, il commence à se faire tard, donc je vous guide, hein, je pense. Oh, les hyperlaxes, merci Elsa. Donc voilà, lui, on voit qu'il est en flexion lombaire, bassin rétroversé et presque creusé en région dorsale. C'est-à-dire on n'a pas du tout cet esprit de la posture qui est ma flèche toute droite d'autograndissement. Lui, il est, euh, voilà, donc le bassin des lombaires, hop, je passe, il est là, d'accord? Bassin rétroversé, lombaire arrondi, et il le sait qu'il est trop rond. Parce qu'il, lui, il pratique depuis longtemps, donc il cherche à redresser son dos. Mais il n'arrive pas à le redresser où il faudrait. Il le redresse dans la région dorsale, hein. D'accord? Et lui, il ne gagne pas en longueur. Finalement, à faire une sinusoïde comme ça, dos rond, dos creux, il s'est rapetissé. Il n'a pas gagné en longueur. Il n'a pas gagné de l'espace entre le bassin et les épaules. D'accord? Donc, il met à grande contribution sa charnière au niveau de la zone d'inversion de courbure. Il met à grande contribution sa charnière dorso-lombaire. Et lui, il crée beaucoup de sollicitations néfastes. D'autant plus qu'on peut se douter que c'est un pratiquant qui pratique beaucoup. Donc, contrairement à nos débutants qui viennent une fois par semaine, qui s'y font pas très bien le chien la tête en bas, ça n'aura pas une influence majeure. Lui, s'il pratique tous les jours comme ça, c'est un peu plus gênant, quoi. Vous voyez? Est-ce qu'il peut progresser? S'il continue à le faire comme ça, il ne va pas progresser. Voilà. Et Sandra me dit, il faudrait descendre les côtes basses vers le bassin. Tout à fait. Reconnecter les côtes basses avec le bassin, ça va allonger son dos. Il y a plein de consignes possibles pour le guider, Sandra. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'idée, c'est de lui faire prendre conscience qu'il va trop loin, qu'il doit revenir en arrière et chercher de la longueur. Il ne progressera pas tant qu'il ne se voit pas, qu'il n'a pas un feedback. Soit il se voit, soit on le guide, soit on lui explique, soit il apprend à sentir. Ok, je vous l'ai déjà dit. Quelle solution on peut lui proposer? Eh bien, ça va être justement de venir chercher de l'extension, donc du cambré en lombaire. Hein, ça vous surprend peut-être parce que habituellement, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais lui, vous voyez, il est quand même très très raide au niveau du bassin. C'est surprenant parce que on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un niveau de pratique. Et donc, par exemple, on pourrait très bien lui proposer de s'allonger sur le dos avec un petit coussin, petit, hein, ne sortez pas le zafou, hein, parce qu'il va pas apprécier lui, hein, un petit coussin sous la région lombaire pour commencer à assouplir la région lombaire. C'est peut-être la solution aussi de la personne qui nous parlait.
Voilà, donc on ne valide pas ce genre de chien la tête en bas. Il est tenu, crispé, et il est tendu, pardon, crispé et pas assez tenu, pas assez dans l'autograndissement. Elle, c'est aussi une avancée, hein, pas de doute là-dessus. Alors elle, on voit que c'est différent encore, sa manière de se positionner hein, au niveau du bassin et des lombaires et des dorsales. Je vous montre, hein, donc au niveau du bassin, c'est bien, hein, là pour le coup, on a cet esprit d'autograndissement, il est bien placé. Mais au niveau, voilà. Alors Mélissa, tu vas voir, c'est pire après. Elle, en fait, au niveau des épaules, c'est plutôt pas mal, en fait. Un peu limite, mais plutôt pas mal. Il y a toujours cette histoire de côte, hein, et on voit qu'il y a une recherche d'hyperextension au niveau dorsal. Mais c'est trop, c'est pareil. Elle est trop dans. Alors moi, j'aime pas le terme effondrement thoracique parce que ça laisse penser que c'est passif l'effondrement. Pour moi, hein, c'est ma vision. Ça veut pas dire que c'est universel. Hein. C'est trop de crispation au niveau thoracique. D'accord? Euh, donc, euh, donc, finalement, elle n'a pas non plus cet esprit de longueur. Elle fait trop de creux au niveau dorsal, donc elle n'a pas cet esprit de longueur. Mais néanmoins, on peut valider parce que c'est pas non plus une amplitude énorme hein, et que le bassin est bien placé. Elle, ce qu'elle doit apprendre à faire, c'est revenir en arrière au niveau dorsal, accepter d'aller moins loin dans la posture, ce qui va pas être facile pour elle, hein, de se dire non, aller moins loin. Bon. Et puis, chercher en longueur. Hein, tout ce que vous m'avez dit, peut-être agir sur les coudes. Oui, ouais, bon, les coudes, ça va, ça va. Tu vas voir l'autre. Et toujours le problème, c'est que cette pratiquante-là, elle fait sans doute beaucoup d'heures de pratique. Donc, elle est plus délétère finalement que quelqu'un qui pratique de manière occasionnelle. Est-ce qu'il faudrait qu'elle rapproche les pieds? En fait, il faudrait surtout qu'elle essaye pas d'amener la tête vers le sol. Je trouve que la distance entre les pieds et les mains me semble à peu près correcte, peut-être rapprocher un petit peu, effectivement. Mais c'est surtout qu'elle essaye pas d'être volontaire pour aller plus loin, qu'elle essaye plutôt d'être volontaire pour aller plus haut, en fait. Et là, celle-là, c'est la dernière. Est-ce qu'elle vous plaît, celle-là? Voilà. Hyper laxe. Est-ce que, Mélissa, oui, pour le coup des côtes flottantes, oui. Eh bien, elle, on a tout, hein, du coup. Hein, donc, on n'est pas du tout dans l'esprit de la posture. Hein, elle est hyper laxe. On a au niveau lombaire, on a trop de dos rond, on a les genoux verrouillés. Bon, c'est pas un récurvateur énorme, hein, on peut trouver mieux, mais c'est déjà, on voit que c'est bien verrouillé. Et puis, vous voyez, regardez ce qui va pas du tout. Elle a les lombaires en flexion, elle n'a aucun autograndissement. Et les épaules, c'est là la cata, hein, par rapport à la précédente qui était relativement alignée dans les épaules. Elle, attends, je vais te montrer, je vais vous mettre les axes des épaules. Voilà les axes des épaules. Hein. Normalement, on ne dépasse pas 180. Donc, elle force comme une brute sur ses épaules. Elle amène beaucoup trop de mobilité dans des épaules qui ont besoin d'être stables aussi. Donc, les solutions. Donc là, ça, je valide pas du tout. Ça, par contre, vous voyez, contrairement au précédent qui n'était pas génial, elle, je l'arrête tout de suite. Je lui dis non, c'est pas possible. Dans mon cours, je ne veux pas avoir ça. Parce qu'elle, vraiment, elle se blesse. Euh, donc, voilà, je reprends les solutions, aller moins loin, plier un petit peu les genoux pour retrouver l'ajustement dans le rachis lombaire et puis éloigner, autograndir, aligner les épaules, accepter d'aller moins loin. Voilà, donc ça, je valide pas du tout. Je réponds à Béran pour la position, donc c'est Béatrice du coup, sur la position des côtes et thorax, hein, alors sur laquelle on voyait mieux, pardon, sur laquelle c'était pire. Voilà, sur celle-là, c'était pire. Hein. Tu vois, c'est comme si elle était en inspiration au niveau de son thorax, comme si elle avait les côtes gonflées. Donc, il faut vraiment l'inviter à resserrer les basses côtes. Peut-être, des fois, on dit fermer l'estomac. Je ne sais pas si ça vous parle. Refermer les basses côtes, expirer, hein, en sachant souffler, en sachant que pour beaucoup de gens, ça va enrouler. Donc, elle, ça lui ferait du bien, justement, de s'enrouler un petit peu plus. Allez, avant que tout le monde parte, j'aimerais que vous me disiez dans le chat deux, trois trucs que vous avez retenus de ce soir que vous allez mettre en pratique demain dans vos cours. Vous les partagez dans le chat.
un truc qui a fait tilt, une idée que vous avez retenue, voilà. Ah bah déjà, Caroline, merci. Donc tu prends conscience de l'hyperlaxité, c'est super. Le chiot pour Hortense. Antonella, le chiot aussi beaucoup, ça vous a plu, ouais. Je ne sais pas si c'est une posture de yoga officielle hein, dans le terme, mais voilà, vous allez l'utiliser comme éducatif, éclairer le plafond avec les fessiers, le chiot aussi, bon super. Donc vous voyez, c'est l'échauffement dans plusieurs plans. Ok, merci Anne-Marie. Ah, Oswald, une question pas directement en lien, mais un peu quand même. Pourquoi dans Samastiti les orteils se rejoignent? Ok, je répondrai plus tard si j'ai le temps. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est en cours de montage, justement, Béatrice. L'autopalpation des os du bassin. Trouver des façons d'étirer le psoas et le quadriceps pour des personnes avec le bassin antéversé. Ouais, ça, c'est pas très compliqué. Mélissa, je t'invite à lire mon article sur les étirements du psoas. Là, si tu trouves pas, je crois que je t'ai fait un catalogue des étirements du psoas. Les quadriceps, vous avez retenu hein, que c'était important d'y penser. Passer par le chiot pour les débutants. Voilà, reprendre des basiques, c'est bien aussi. Le mouvement de la bassine, super. Donc, c'est exactement dans cet esprit-là que j'aimerais que vous participiez, enfin voilà, que vous avez participé. C'est-à-dire à chaque fois que vous entendez un cours, je veux que vous vous disiez, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Et donc, vous savez que je propose des formations, parce que là, on a fait une soirée, en plus un petit peu tard, mais vous savez que je propose une formation en anatomie qui est assez longue, qui est sur 9 mois. Je vais vous la présenter rapidement. Donc, pour y accéder, vous pouvez aller sur mon blog, je pense que vous le voyez, et formation anatomie, pour avoir le descriptif de la formation. Et donc, c'est exactement ce qu'on travaille. Mais on travaille de l'anatomie quand même plus poussée que ce qu'on a fait là, hein. On va plus loin dans la connaissance anatomique et on essaye vraiment de la mettre en pratique avec votre quotidien de prof de yoga, à voir ce qui vous intéresse. Moi, je vous explique comment je l'utilise comme thérapeute et vous en déduisez ce que vous pouvez utiliser dans vos cours de yoga. Ça aide à améliorer votre conscience des postures, de connaître l'anatomie et de vous rassurer par rapport à ce que vous proposez aux élèves. Vous voyez, comme vous avez tout de suite compris, bah oui, en pliant plus les genoux, ça positionne mieux le bassin et vous voyez la région thoracique et vous voyez comme ça vous permet la connaissance anatomique de eh bien, mieux comprendre ce qui se passe en fait dans vos guidages. Donc, c'est un yoga santé hein, qui prévient du vieillissement et c'est une formation qui se fait sur 9 mois, dans laquelle vous recevez des vidéos toutes les semaines. Chaque vidéo est accompagnée d'un cours écrit et d'une synthèse que vous devez compléter, donc qui vous aide à la mémoriser. Parce qu'il m'est arrivé d'enseigner dans des écoles de yoga hein, comme ça, sur des cursus longs hein, en 3 ans. Bon, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui vont jusqu'à 4 ans, hein, mais sur des Oui, cursus longs, en moyenne, les gens, ils font 25 heures d'anatomie. Hein. Donc, ouais. c'est rien. Moi, j'ai compté, je me suis amusée à compter qu'entre la formation de kiné et d'ostéopathe, j'avais fait 900 heures d'anatomie. C'est pour vous donner une idée Ah oui. Il faut du réactualiser tout le temps parce fossé. qu'on oublie en plus. Ah, Ah mais oui, moi tu aussi. vois, moi j'ai fait une formation sur 4 ans Oui. et qui est très complète. Attention, hein, c'est une très bonne formation, mais vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé ta formation parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qui me manquait beaucoup. Même si on en a fait, je trouve que vraiment, depuis que je suis tes formations, j'ai vraiment apporté vraiment quelque chose dans tous mes cours. Euh, Même si notre école, enfin la formation que j'ai suivie était toujours dans la prévention, ne pas faire mal au corps, etc. J'arrivais pas à trouver la position entre ne pas faire mal, presque ne rien faire, de rester à 4 pattes, et puis en même temps donner des conseils pour quand même aller vers la posture. Grâce à tes conseils et à ta formation, on peut faire quelque chose, quoi, sans mettre l'élève en danger. Ouais. Et je trouve qu'on a, enfin moi, ça a énormément enrichi les cours. Vraiment. Merci beaucoup, Muriel. Mais c'est Vraiment. moi qui te remercie hein, pour ta confiance, hein, en plus sur de nombreux parcours. C'est Sigrid hein, qui parlait, Oui, j'imagine. oui, c'est moi, pardon. Oui, Voilà. oui. En plus, on a eu la chance de se rencontrer en Oui. présentiel, donc c'est encore autre chose.
Donc oui, voilà, moi vraiment l'objectif c'est d'éclairer par mes formations, c'est d'éclairer votre regard du yoga, de l'œil du rééducateur et de quand même, enfin justement là, les élèves témoigner s'il vous plaît, pour expliquer que on apprend plein de choses, il y a du contenu, mais malgré tout, c'est compréhensible, c'est abordable. Oui, voilà, tout à fait. Et Voilà. je trouve que tes formations sont juste ce qu'il nous faut pour nous, professeurs de yoga. On ne cherche pas à devenir kiné ou ostéopathe, en aucun cas à prendre la place des spécialistes. Mais vraiment, voilà, on a juste les connaissances qu'il nous faut pour enrichir nos cours. Et ça, c'est bien. Voilà. Et Ben, merci beaucoup. Ça me tente bien, moi, cette formation. Ah bah, si tu l'as pas faite, moi, je te la conseille Oui, vivement. oui, mais Vraiment, justement, parce que c'est très complet et ce qui est super, c'est que on peut vraiment aller à son rythme. ouais, c'est ça. On peut regarder, visionner autant qu'on veut les vidéos. Et ce qui est super, c'est le Muriel, vraiment, c'est les supports écrits. Alors ça, oui, elle est top. c'est vraiment génial. C'est Allez, vraiment je super. vous raconte ça. Donc, les formations, c'est des vidéos que vous recevez et j'ai trouvé quelqu'un qui les met à l'écrit. Donc, ça s'appelle une transcription. Écoutez, j'ai trouvé une femme, donc merci Sarah, qui Ah est ouais. incroyable parce qu'elle est ni yogi, ni kiné, ni rien. Elle connaissait Mm. rien au yoga, rien à l'anatomie. Elle fait des transcriptions parfaites. Elle va parce que justement, elle connaît pas. Donc, elle s'est formée en même temps. Elle va chercher les schémas quand c'est pas clair. Elle explique, elle reprend. Bon, je corrige tout, hein, je relis tout, mais je veux dire, vous avez un support écrit. Vraiment d'une qualité dont je suis vraiment très contente. Ah Et ouais. bon, du coup, les tout premiers, ils les ont pas aussi vite que vous, mais vous, si vous inscrivez maintenant, l'avantage, c'est que vous avez le cours et la transcription en même temps, Ouais, délivrés ouais, en même ben, temps. je crois que je vais faire ça. Et ça, c'est vraiment super parce qu'avant, moi, je prenais des notes tout en regardant la vidéo, alors que maintenant, j'ai le plaisir de regarder la vidéo sans ne prendre aucune note. Et ensuite, je relis en fait, enfin, je lis le compte rendu écrit. Et ouais, c'est vraiment super, vraiment très, très bien. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il y a une période de garantie, hein. Moi, j'ai pour objectif que vous soyez satisfait. Si ça vous plaît pas, si c'est pas ce que vous cherchiez, si voilà, vous avez 14 jours pour changer d'avis. Donc, vous aurez déjà reçu pas mal de vidéos. Vous aurez reçu 2 vidéos. Plus, comme il y a des bonus, là, vous allez avoir accès à plein de vidéos en fait en 2 semaines. Vous n'aurez pas le temps de tout voir. Et vous, si ça vous plaît pas, je vous rembourse. Vous vous justifiez pas, je vous rembourse, hein. Voilà, c'est mon objet. J'ai un très, je prends, voilà, c'est ce que dit Claudio. J'ai pas beaucoup de mal à vous proposer une garantie parce qu'en fait, j'ai quasiment pas de remboursement. Et quand j'ai des remboursements, c'est sur des problématiques de type, je capte pas chez moi, j'ai pas de connexion internet, j'arrive pas à voir la vidéo. Voilà, donc vraiment, sentez-vous libre d'essayer si vous voulez. Je n'ouvre pas tout le temps, c'est un peu pénible hein, peut-être pour vous de vous dire ah voilà là vous allez voir je vais ouvrir pendant 3 jours, mais je fais exprès pour avoir des promotions d'élèves qui rentrent ensemble. C'est important et d'ailleurs Claudio, je profite que tu sois là parce que c'est important de créer des promotions d'élèves. Donc Claudio, tu as assisté à quelques salons de révision. Je ne sais pas si Antonella, tu as participé au dernier salon de révision. Donc, il y a des salons de révision qui sont organisés. Évidemment, pour que ce soit constructif, je les organise, c'est auto-organisé, mais je vous aide énormément au niveau du soutien logistique pour que vous les organisiez facilement. Et ça vous permet de vous regrouper entre élèves et de discuter de la vidéo de la semaine ou de la vidéo de la semaine dernière. Donc, l'audio, au début, il y avait un tronc commun, on parlait tous du bassin parce que j'avais des élèves qui débutaient sur le tronc et d'autres qui débutaient sur le membre inférieur, donc on reprenait tous par le bassin. Donc, ils ont été quelques jours ensemble sur les salons de révision, 2, 3 fois. Et donc, ça, c'est hyper important aussi de se faire des amis qui avancent en même temps dans la formation, avec lesquels on échange. Donc, c'est mieux de ne pas être tout seul à débuter la formation et d'être au sein d'un groupe. Et pourquoi j'insiste sur Claudio? Je sens que Claudio, il a la flamme pour créer les salons de révision de sa promotion. Il suffit de Peut-être. pas grand-chose, il faut me donner un horaire et un jour, Claudio. Merci Marie-Claire pour votre écoute. Je vais y penser. Je vais y Oui, penser. Je vais y réfléchir. Je vais te proposer des créneaux, voilà. Un voilà, des créneau, créneaux ça me ou un suffit. créneau. Oui, oui, oui. Mais tant que j'ai la parole, je peux Compris. témoigner effectivement de
de la qualité des cours. Donc, on va droit au but. C'est vraiment taillé pour les professeurs de yoga, quoi. Donc, c'est vraiment les connaissances qui sont vraiment nécessaires euh, pour, euh, pour essayer d'individualiser la posture en fonction des forces et des faiblesses de chaque pratiquant. Donc, moi, c'est vraiment ce que je recherchais, quoi. Je peux témoigner et je remercie Muriel. Avec plaisir, hein. C'est Voilà. moi qui te remercie. Tu viens de rentrer dans la formation, enfin, viens de rentrer, ça fait, je sais pas, Je suis au peut-être 4e module, en cinq, fait. six cours, quelque chose comme ça. 4 ou au 5e. 5e. Cinquième cours. Ouais. Et question, n'ayez pas honte de me vexer, n'ayez pas peur de me vexer. Est-ce que l'anatomie, c'est ennuyeux comme quand vous avez fait vos cours dans vos écoles de yoga, c'était pénible, les cours d'anatomie, on s'ennuyait, on comprenait rien. Moi, je dirais Est-ce que que tu c'est... t'ennuies en écoutant mes vidéos? Non, pas du tout. Non, 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 parce qu'en fait, je crois que tu es animé de beaucoup de volonté de rendre les choses compréhensibles. En fait, tu y mets beaucoup de pédagogie, en fait, voilà. Mm. Et tu te mets à la place euh, une personne lambda qui n'a pas les connaissances scientifiques et tu es capable de créer une fenêtre pédagogique qui permet de comprendre les choses qui sont complexes. La biomécanique, ça reste quand même de la physique hein, à la base. Hein. Ouais. Donc, je crois que tu as compris ça, contrairement à beaucoup d'autres enseignants qui donnent des cours d'anatomie, mais d'une manière très ex cathedra, euh, finalement en démontrant leur savoir. Mais toi, tu n'es pas dans cette posture-là, en fait. Toi, tu te mets à la place, à mon sens, de personnes comme nous qui n'ont pas ces connaissances-là. Tu te dis de quoi est-ce qu'il a besoin pour augmenter la qualité, pour individualiser son enseignement. Et je crois que tu es dans cette démarche-là. Et c'est ça qui fait, à mon avis, que la formation marche. Et je suis vraiment très content pour toi, en tout cas. Ah oui, la formation marche vraiment bien et en 2 ans comme ça, je suis vraiment la première surprise. Bon, je suis très accompagnée, hein, mais voilà, c'est vraiment et surtout ce qui me plaît, c'est d'avoir autant de retours positifs et chaleureux de Ben mes oui, élèves. Hein. Je veux dire, voilà, c'est hyper. Forcément qu'on a envie de vous donner plein de choses parce que voilà, vous êtes toujours très contents, très heureux, vous participez au live, vous participez. Là, j'ai voilà, je suis comblée. Donc, et aussi, ce qui m'importe, c'est de vous transmettre, en fait, par rapport à l'anatomie, donc comme je disais, j'ai fait 900 heures à peu près de cours assis sur ma chaise. Et donc, j'ai eu des professeurs absolument exécrables. C'était horrible, on comprenait rien, on retenait rien, aucun intérêt. Et puis, j'ai eu des profs qui étaient mais passionnants, quoi, des acteurs nés. Des dessinateurs, il y en a qui nous faisaient dessiner au tableau, dessiner sur nos feuilles. Il y en a qui, c'était presque une pièce de théâtre. Je me souviens d'un prof, c'était presque Lucchini en scène. Hein. Et évidemment qu'on retient pas de la même manière quand on a été inspiré ou quand on a un prof. Il y a certains profs, hein, ils arrivent, ils ouvrent le livre, ils lisent le livre. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un prof pour ça. Donc moi, j'essaie clairement d'être dans la deuxième catégorie, de transmettre. Et l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que ça fait maintenant 4 ans, à peu près 4 5 ans, que je travaille avec des profs de yoga. Et donc, j'ai entendu vos questions. Parce qu'au début, je ne comprenais pas vos problématiques. Voilà, j'avais du mal à revenir sur un niveau de langage très simple. Et puis, j'ai appris, comme la présentation de ce soir, par exemple, voilà, j'ai appris à parler du bassin de manière très simple. Oui, alors Oswald, je ne suis jamais catégorique parce que ça, je pense que c'est mon expérience de kiné, hein, donc quand même 22 ans en cabinet libéral. Donc, il y a toujours un patient qui te donne tort. Hein, voilà. Toi, tu vois, tu as bien monté ton truc, tu commences à être à l'aise, à avoir tes routines de soins et tu as toujours un patient qui te met en échec, qui te fait repenser ta position, qui arrive avec quelque chose que tu n'as jamais vu. Et donc, c'est ce qui fait que tu dois être adaptable et c'est ce qui fait que j'ai du mal à avoir un discours tranché et catégorique. C'est ce qui me fait dire, et comme ce chien la tête en bas du premier qu'on a vu, qui était pas très beau, rachis en flexion, oui, c'est pas génial, mais bon, hein, il vaut mieux ça que rien faire. Oui, c'est vrai, Oswald, je m'en suis rendu compte.
Oswald me dit dans le chat, pardon, il faut que je vous dise le chat, il me dit il ou elle a apprécié mon introduction quand je disais qu'au début, je pratiquais avec l'intellect. Et je peux te dire que ma professeure de yoga a eu beaucoup de patience à mon égard parce que je crois que je l'ai arrêtée sur tout. Hein. Alors en plus, j'ai un corps très raide, donc pas facile. Et elle me disait, mais allez, arrête et pratique, quoi. Arrête de réfléchir et pratique. Et pour la petite blague, là, je suis en formation de professeur de yoga, toujours avec cette même professeure. Et donc, j'ai commencé aussi une formation de prof de yoga de 500 heures. Et justement, l'idée, c'est un peu de lâcher un peu la tête et de venir un peu plus dans le corps, quoi, dans le ressenti. Et c'est étonnant parce que pour la plupart, vous faites le chemin inverse. Hein. Vous commencez par le ressenti et après, vous placez la connaissance anatomique plus précise. Mais ça m'a vraiment énormément interpellée, quoi. Je pratique de l'ashtanga. Moi, j'ai commencé beaucoup par l'ashtanga. Et cette première série, je peux pas te dire le nombre de fois où je me suis arrêtée à me dire, mais je comprends pas pourquoi il met cette posture avant l'autre. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi on fait que des flexions? C'est pas possible. Et maintenant, je commence à comprendre en pratiquant très souvent le côté énergétique, le mouvement. Voilà. Ouais, Merci beaucoup. Moi, je voulais juste finir en disant que ça donne envie. Moi, je commence tout juste sur le yoga et j'aspire un jour à pouvoir me former comme professeur. Et c'est vrai que tout ça, ça donne vraiment envie de progresser et puis de continuer. Eh ben, merci beaucoup. Je fais très souvent des événements, donc j'ai beaucoup de contenu gratuit très souvent, donc vous aurez déjà beaucoup de ressources comme ça sur mon blog, sur la chaîne YouTube. Et puis, si par exemple le passage sur l'hyperlaxité vous a plu, vous avez une petite formation très abordable que j'appelle formation découverte, qui est grand public, hein, qui n'est pas forcément destinée aux professeurs de yoga. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour votre présence.